Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en mode un peu zapping. On va parler des médias qui m'ont, on peut le dire, surpris ces derniers jours en apportant un peu d'équilibre dans le traitement de certains sujets, notamment le conflit israélo-palestinien. Mais pour commencer, on va regarder la séquence la plus hypocrite et gênante de la semaine. Ça s'est passé sur LCI quand tout un plateau a voulu cacher tant bien que mal que les soldats ukrainiens présents sur la vidéo qu'ils étaient en train de montrer étaient des nazis assumés. Ouais, regardez le casque peut-être, Oui, qui est un peu curieux ce casque. Voilà, on a l'impression qu'il y a des insignes oui. SS dessus. Alors c'est Oui. peut-être le signe Azov peut-être qui est modifié, mais c'est vrai que c'est un peu curieux ce casque et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se balade en Russie. Voilà. On a vu des panneaux qui me semblent correspondre à des communes. Ouais, Belgorod, on a vu, c'était écrit Belgorod et la deuxième localité, je l'ai pas vue, mais en tout cas Belgorod, en tout cas c'est sûr. En plus, sur cette début de la guerre que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne. Donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. Hein. Ouais, si c'est ça et si c'est pas D'où viennent ces images? Oui, c'est ça qui me. si c'est pas normalement toutes nos images sont vérifiées évidemment, hein, mais si c'est pas évidemment C'est sur le côté. voilà, ce sont des images de soldats ukrainiens qui nous arrivent aujourd'hui. Nous Mais pardon, ils auraient pu abriter la plupart de ces gens-là dans les tunnels souterrains et les protéger. On sait, c'est Khania qui a dit lui-même, ils l'ont pas fait parce qu'ils ont besoin de morts palestiniens pour huiler leur effort diplomatique. Donc plus il y a des morts, plus il y a des enfants morts. Donc pour lui, quand tu fais l'addition, c'est 0 mort causé par ça au final. Et sur i24 News, la chaîne du paranormal, la chaîne qui tord la réalité de toutes les manières possibles, en bref, il mente à longueur de journée, écoutez ce professeur nous dire que la polio est arrivée par hasard à Gaza. Il ne comprend pas comment elle est arrivée par là. Tout d'abord, le cas dont il s'agit est tout à fait curieux car il s'agit d'une souche qui était censée être éradiquée dans le monde et qui réapparaît à Gaza pour des raisons qui semblent encore mystérieuses. Ceci est le premier point. Le deuxième point, c'est que les conditions sanitaires à Gaza aujourd'hui sont telles qu'effectivement un certain nombre de maladies peuvent apparaître. Et nous, du côté israélien, nous avons même vu un certain nombre de militaires, de soldats blessés et qui sont revenus avec des infections qui étaient, je dirais pas inconnues, mais d'une rareté extrême et en tout cas absolument surprenantes. Bon, ces propos sont très complotistes. À l'entendre, on pourrait croire que quelqu'un de mal intentionné a propagé des maladies dans le but de tuer le maximum de Gazaouis. Mais je pense plutôt, même s'ils sont capables de le faire, je pense plutôt que c'est la folie du gouvernement israélien qui a absolument tout détruit à Gaza, y compris l'accès à l'eau potable, par exemple, ce qui entraîne la prolifération de maladies, entre autres. Le vrai objectif de Netanyahou et de l'extrême droite israélienne, c'est de rendre toute cette zone inhabitable. C'est la destruction des conditions de vie des Palestiniens afin de les pousser à moyen terme à partir en effectuant un changement de démographie à Gaza, puisqu'aujourd'hui on dit que 94% de l'eau n'est plus potable, puisqu'il y a eu une destruction systématique de tous les hôpitaux, de toutes les écoles, des universités, il y a eu la destruction de l'infrastructure, il y a la famine, il y a des maladies. Donc l'idée est, en plus de ce qu'on appelle herbicide et domicide, donc la destruction de tous les espaces urbains et des domiciles des Palestiniens, pour effectuer un changement démographique afin de pousser les Palestiniens à partir. C'est un carnage, c'est littéralement un carnage. Et quand tu vois ces images, tu comprends vite que le but était de tout raser et d'installer une nouvelle population. C'était le but depuis le début, quoi. C'est littéralement un nettoyage ethnique parce que le chantage que propose l'armée de Tsahal et le gouvernement israélien, c'est soit tu t'en vas de toi-même, soit on te tue. En charrette, tractés par des ânes, à pied ou en voiture, ces Palestiniens fuient les combats. Tsahal leur a demandé de se déplacer en zone sûre pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 24 heures. Hier vendredi, l'armée israélienne a déclaré que plusieurs quartiers du nord de Khan Younes et de l'est de Deir el-Balah ne sont plus considérés comme faisant partie de la zone humanitaire. Ce samedi, l'ordre d'évacuation concerne 9 zones de 4 villes, dont celle de Maghrazi, dans le centre du territoire palestinien. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est devenu une chance? C'est-à-dire qu'à Gaza, se faire chasser, c'est devenu une chance. Parce qu'en général, ils bombardent les écoles, les hôpitaux, les ambulances, sans prévenir.
Et le monde médiatico-politique français, on a pu le voir avec nos serpillères qui nous servent de gouvernement notamment, soutiennent tout ça. Rappelez-vous, il y a Braun-Pivet qui a apporté son soutien inconditionnel à Israël. C'est ce que le journaliste Charles Anderlin appelle le franco-sionisme. Le franco-sionisme, c'est quoi? C'est un phénomène pour moi assez récent. La vision d'Israël, le soutien aveugle à Israël qui a fini comme par me surprendre parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est un soutien absolu, presque inconditionnel à la politique du gouvernement israélien. Devenir un gouvernement qui adopte des attitudes de moins en moins démocratiques. Ça devient un véritable problème. Donc, l'attitude de ce franco-sionisme par rapport à Israël, pour moi, pose de plus en plus de problèmes fondamentaux. D'ailleurs, le franco-sionisme, on en a eu une démonstration très récemment pendant les Jeux Olympiques avec le 2 poids 2 mesures entre la délégation israélienne et la délégation russe. Ou encore Macron qui a dit que Netanyahou était le bienvenu en France. Ou encore en amont des Jeux, il y a quelques mois, avec Émilie Gomis, l'ancienne basketteuse de l'équipe de France, à qui on a obligé de poser sa démission du poste d'ambassadrice des Jeux parce qu'elle avait exprimé ses positions antisionistes après le 7 octobre. Le comité olympique, le conseil d'administration de Paris 2024 qui s'est réuni hier, qui a voté la décision de supprimer son statut d'ambassadrice à Émilie Gomis. Et l'exclusion devait être prononcée aujourd'hui. Ça lui laissait le temps de présenter sa démission. Elle a présenté sa démission hier soir. Bon, c'est une sage décision, c'est une juste décision. Vous savez, le poste qu'elle a commis est un poste de terreur. C'est une sage décision qui honore le comité olympique. De toute façon, c'était indigne de ce statut et c'est donc la juste mesure. Mais ça ne se résume pas au franco-sionisme. Cette volonté de certains gouvernements de soutenir à tout prix Israël. On a aussi l'américano-sionisme. Quand un mec comme Elon Musk doit faire la cour aux lobbies sionistes, ou bien Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, est obligé de donner des gages de soumission aux lobbies sionistes, on peut parler d'américano-sionisme quand même. In Europe, the streets of Paris, London and Brussels are overrun by mobs of Hamas supporters changing their jihad slogans in the heart of the Western capital. And in America, the evil anti-Semitism is rampaging all throughout our cities. You know, just to get off for a second, years ago, my father was a big supporter of Jewish people and Israel. He's not Jewish. He wasn't Jewish, but he was a great friend of a lot of Jewish people. And if you say, let's say 15 years ago, maybe not even that long, anything bad about Israel or Jewish people, you were finished as a politician, right? You were finished. You wouldn't do that, Congressman. You wouldn't do it anyway, but nobody would do it. The most powerful lobby in this country, by far, was Israel and Jewish people. Today, it's almost like, what happened? What happened? What happened to Schumer? What happened to all these people? Schumer's like a Palestinian, right? C'est du délire, hein. Un ancien président dit texto que si vous disiez quelque chose de mal sur les juifs, vous étiez fini en tant que politicien. Et il ajoute que le lobby juif est le plus puissant des États-Unis. Mais c'est pas le lobby juif, c'est le lobby sioniste. Parce que par exemple, il y a des juifs connus ou pas qui sont anti-sionistes. Ils se font défoncer dans les médias. Et ces médias-là qui attaquent des juifs, est-ce qu'ils ont un problème avec le lobby juif entre guillemets? Non, parce que c'est un lobby sioniste. Essayez par exemple de taper sur Israël et le sionisme, et là vous aurez un problème avec ce lobby-là. Et pour vous, que ce soit la politique ou les médias, ce sera fini. Et ça, c'est valable aux États-Unis comme en France. #Dieudonné. Mais dans tout ce caca-là, j'ai perçu cette semaine la lumière venant d'où? Venant de BFM. Incroyable, non? Ils sont peu nombreux à oser exposer publiquement leurs doutes. Le 7 octobre dernier, horrifié par les attaques et les nombreuses victimes civiles et militaires causées par le Hamas, Yuval, réserviste de l'armée israélienne, s'engage malgré tout. Déployé mi-novembre dans la bande de Gaza, il est chargé avec son unité d'entrer dans les maisons pour trouver et détruire les tunnels du Hamas. Même si vous agissez pour des raisons militaires justes, vous détruisez quand même la maison de quelqu'un. Le niveau de destruction que vous laissez derrière vous est juste dingue, vraiment dingue. Quand ils nous ont dit de brûler la maison dans laquelle nous étions restés, je suis allé voir mon commandant et je lui ai demandé « Pourquoi on fait ça ?» Sa réponse n'était pas satisfaisante. Il a essayé de m'expliquer qu'après ce qui a été fait le 7 octobre, on ne pouvait pas avoir pitié. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas participer à ça.
Si on doit faire ça, je m'en vais. Et le jour d'après, je suis parti. Sans remettre en question le droit d'Israël à se défendre, Yuval s'interroge sur les méthodes déployées qui, selon lui, compromettent les négociations pour la libération des otages. Nous, les réservistes, déclarons que notre conscience ne nous permet pas de prêter main forte à ce manque de respect de la vie humaine et au sabotage des prochaines négociations. Le plus fou dans cette histoire, c'est que c'est diffusé sur BFM. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est que lui a décidé en son âme et conscience que les ordres qu'il devait exécuter étaient inhumains. Mais à contrario, certains de nos compatriotes français ont accepté tout ça, les franco-israéliens qui sont engagés dans l'armée de Tsahal. Et Sarah Salman, dans la précédente vidéo, j'en parlais. Elle parlait du fait qu'il prenait certains médicaments pour tenir la pression. Sur I24 News, on nous expliquait aussi que pour tenir cette pression, certains réservistes de Tsahal s'adonnaient à des sévices violents, voire des viols sur les prisonniers palestiniens. Alors dans quel état psychologique on va les voir revenir en France, ces franco-israéliens qui sont engagés là? C'est une question de plus en plus primordiale à se poser. Ensuite, on a ce ministre israélien qui a violé les règles de l'ONU. En même temps, j'ai l'impression que c'est un sport national. Comme toujours, il viole les règles sans aucune conséquence ni aucune condamnation de notre gouvernement, par exemple. Mais j'étais surpris de voir que LCI avait donné la parole à l'ex-premier ministre israélien qui a eu des mots très très forts à propos de tout ça. Le ministre extrémiste Ben Gvir s'est livré à une provocation sur l'esplanade des mosquées Mont du Temple. Quel est votre jugement sur cet acte ? Je pense que c'est une provocation très moche. C'est un raciste, un suprémaciste juif qui ne devrait même pas être au gouvernement, quel que soit le gouvernement. Mais c'est une provocation qui est intentionnelle et il aimerait vraiment que cela explose et temple. Et j'ajouterais que d'après les plus grands rabbins, au cours de ces dernières centaines d'années, il y avait, je dirais, une décision religieuse, à savoir que les Juifs ne devaient pas aller prier sur le mont du Temple parce que nous savons exactement où se trouvait l'ancien temple et il y a des endroits où personne n'a le droit d'aller. Si c'était pas l'ex-premier ministre israélien, il aurait été traité d'antisémite, c'est clair. Mais ce qui me gêne, c'est qu'à aucun moment il parle du sionisme. Parce que clairement, il y a un consensus rabbinique sur le fait que les Juifs sont interdits de prier à cet endroit. Donc c'est par pur sionisme qu'il a fait tout ça, par pur calcul politique. Il veut un embrasement. Une des volontés du sionisme, c'est quand même d'accélérer la fin du monde, l'affrontement final, l'Armageddon, appelez-le comme vous voulez. Donc pour finir, on va avoir une séquence montrant un homme vraisemblablement en état d'ébriété insulter une personne juive dans le métro parisien. Tu tais ? Je parle. Tu parles pas ? Non, faut pas laisser. Youda, fils de pute. Vous faites des crimes contre l'humanité. Vous faites des crimes qu'on voit. Hitler avait raison. Il devait tuer tous les Youda. Hitler. Et t'arrêtes, je vais porter plainte contre toi. Regarde-moi, je vais porter plainte contre toi, ok ? Je vais aller voir la police. Tu craches ou pas ? Mais crache. Moi, je vais aller porter plainte contre toi, ok ? Ouais, c'est ça. Vas-y, sors du métro. Allez, sors. Le métro, ton père ? Tu me parles pas. Sors de ce métro, ok ? Je sens pas. Filme-moi. Bah ouais, je te suis, tu vas aller à la police, tu vas aller porter plainte contre toi, et à quoi ? On a eu très récemment une affaire à peu près similaire, je crois, à Montpellier, où il y a un mec qui a attaqué une personne juive dans le bus sans aucune raison. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une montée des actes antisémites, ou bien chaque fait de ce genre est filmé, ce qui tend à faire croire que ça arrive 20 fois par jour, par exemple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.